Les capteurs sont des éléments qui transforment sous la forme électrique des grandeurs physiques qu'ils détectent. Les contacteurs sont des capteurs tout ou rien. Le changement d'état ouvre ou ferme un circuit électrique. Ce changement d'état du contacteur est causé par différents paramètres. La position, le niveau, la température ou la pression. Les contacteurs sont souvent utilisés pour commander un témoin. Les contacteurs peuvent aussi donner une information à un boîtier électronique. Suivant le paramètre influençant l'état du contacteur, on retrouve différents symboles et différentes applications. Les résistances variables sont des capteurs dont la résistance varie en continu. Ces résistances varient de deux façons, sous l'effet d'une cause mécanique, telle la position d'une commande, sous l'effet d'une cause physique, telle la température. Les thermistances sont des résistances dont la valeur varie avec la température. Il existe deux types de thermistances. Les thermistances à coefficient de température négatif, ou CTN, dont la résistance diminue lorsque la température augmente, et les thermistances à coefficient de température positif, ou CTP, dont la résistance augmente lorsque la température augmente. Voici une thermistance à coefficient de température négatif. Cette thermistance est montée en série avec une résistance interne du boîtier électronique. Le boîtier électronique mesure la tension aux bornes de la thermistance. Lorsque la température est faible, la résistance de la thermistance est élevée. La tension mesurée par le boîtier électronique est donc élevée. Lorsque la température augmente, la résistance diminue. La tension mesurée par le boîtier électronique est faible. La thermistance est utilisée pour mesurer la température. Le potentiomètre comporte une piste résistante avec deux connexions. Un curseur métallique se déplace sur la piste résistante. La résistance mesurée entre le curseur métallique et une extrémité de la piste résistante dépend de la position du curseur. Le rhéostat comporte une piste résistante avec une connexion. Le rhéostat fonctionne sur le même principe que le potentiomètre. Le potentiomètre est alimenté par deux fils. Le boîtier électronique mesure la tension entre le curseur et une extrémité de la piste résistante. La tension mesurée dépend de la position du curseur. Le potentiomètre est utilisé par exemple pour transmettre la position du papillon au boîtier d'injection. Le rhéostat est utilisé en série avec une résistance interne au boîtier électronique. Le boîtier électronique mesure la tension entre le curseur et l'extrémité de la piste résistante. La tension mesurée dépend de la position du curseur. Le rhéostat peut également servir pour faire varier l'intensité du courant traversant un consommateur. Le rhéostat est utilisé par exemple pour modifier l'intensité de l'éclairage du tableau de bord. Le capteur inductif utilise les principes de l'induction magnétique. La variation du champ magnétique dans une bobine crée un courant induit. La position du noyau par rapport à la bobine modifie le courant induit. Il existe deux types de capteurs inductifs, le générateur d'impulsion et le capteur à inductance variable. Le générateur d'impulsion comporte une bobine enroulée autour d'un aimant permanent. Si on approche une pièce métallique, on modifie le champ magnétique. La modification du champ magnétique crée un courant induit dans la bobine. Si on éloigne la pièce métallique, on crée un courant induit inverse dans la bobine. Le générateur d'impulsion est souvent utilisé avec une roue dentée. Quand une dent s'approche, le signal augmente. Quand une dent s'éloigne, le signal diminue. La fréquence et la tension augmentent lorsque la vitesse de rotation augmente. Le générateur d'impulsion est utilisé pour mesurer un déplacement, le plus souvent une rotation. L'inductance est une propriété électrique d'une bobine. L'inductance dépend notamment du noyau situé au centre de la bobine. Le déplacement du noyau modifie l'inductance de la bobine. La bobine est alimentée par un signal alternatif. L'inductance de la bobine modifie le signal alternatif. En déplaçant le noyau, on modifie l'inductance de la bobine et donc le signal.
Le boîtier électronique analyse le signal et en déduit la position du noyau. Le capteur à inductance variable est utilisé pour repérer la hauteur de caisse sur le système de suspension pilotée. L'effet piezo se traduit de la manière suivante. Un cristal piezo produit une tension lorsqu'il est soumis à une pression. A l'inverse, une tension appliquée à un cristal piezo modifie son volume. Voyons maintenant deux types de capteurs piezo. Le capteur piézoélectrique et le capteur piézo-résistif. Le capteur piézoélectrique utilise l'effet piezo. Un choc ou une pression appliquée sur le capteur piézoélectrique crée une tension aux bornes de ce capteur. Les vibrations appliquées au capteur piézoélectrique créent un signal aux bornes du capteur. Le boîtier électronique analyse ce signal afin de contrôler ces vibrations. Le capteur de cliquetis est un capteur piézoélectrique qui détecte les vibrations du moteur. Le capteur piézo-résistif utilise une autre forme de l'effet piezo. La résistance de la cellule piézo-résistive varie en fonction de la pression qui lui est appliquée. Le capteur piézo-résistif est composé d'une cellule piézo-résistive et d'un étage électronique. Le capteur piézo-résistif est alimenté par le boîtier électronique. Une variation de pression entraîne une variation de résistance de la cellule piézo-résistive. L'étage électronique transforme cette résistance variable en une tension variable. Le capteur piézo-résistif est utilisé pour mesurer une pression. Les capteurs utilisent divers principes selon les besoins de détection. Le capteur à effet Hall utilise le principe suivant. Un courant traverse une mince plaquette à effet Hall. Il n'y a aucune tension entre les faces de la plaquette. Si l'on soumet cette plaquette à un champ magnétique, une tension apparaît entre les faces de la plaquette. Le capteur à effet Hall est composé d'une plaquette à effet Hall et d'un étage électronique. Une cible vient modifier le champ magnétique au voisinage du capteur. Lorsque le champ magnétique n'atteint pas le capteur, le signal est à l'état bas. Lorsque le capteur est soumis au champ magnétique, le signal est à l'état haut. Le boîtier électronique analyse le signal et en déduit la position de la cible. Le capteur à effet Hall est utilisé, par exemple, pour le repérage de la position de l'arbre à cames. Il existe un type de capteur thermique qui mesure les changements de température sur une surface. Le capteur à film chaud utilise le principe suivant. On chauffe une résistance avec un courant stable et cette résistance atteint une température stable. Un flux d'air sur cette résistance diminue la température de la résistance. Le courant traversant la résistance doit alors augmenter pour maintenir la température constante. La variation de courant correspond au flux d'air. Le capteur à film chaud est composé d'une résistance, d'un capteur de température et d'un étage électronique. L'étage électronique envoie un courant dans la résistance pour la chauffer. L'air traversant le capteur refroidit la résistance. L'étage électronique mesure le courant nécessaire au maintien de la température. L'information est transmise au boîtier électronique sous la forme d'une tension variable. Le capteur de température d'air permet d'affiner la mesure. Le capteur à film chaud est utilisé pour mesurer le débit d'air en entrée du moteur. Il existe un type de capteur thermique qui mesure les changements de température dans un fil. Le capteur à fil chaud utilise le principe suivant. Considérons une thermistance. Le boîtier électronique mesure la résistance de la thermistance. Le boîtier électronique envoie ensuite un courant dans la thermistance. La thermistance s'échauffe et plus particulièrement la partie non immergée. Le boîtier électronique mesure alors à nouveau la résistance de la thermistance. La différence de résistance dépend alors de la température de la thermistance et donc de la partie non immergée.
Le capteur à fil chaud est utilisé notamment pour mesurer le niveau d'huile dans le moteur. Un autre type de capteur utilise les ondes sonores haute fréquence. Le capteur à ultrasons utilise le principe du sonar. Lorsqu'il est alimenté, le capteur à ultrasons envoie une onde haute fréquence. Cette onde se réfléchit sur les objets, le capteur reçoit l'onde réfléchie et mesure le temps de parcours de l'onde. Cette information est alors transmise au boîtier électronique qui en déduit une distance. Le capteur à ultrasons possède plusieurs applications. Il existe un type de capteur sensible à la lumière, c'est la photodiode. La photodiode laisse passer un courant dans le sens bloqué quand elle reçoit une onde lumineuse. La photodiode transforme donc un signal lumineux en un signal électrique. Le signal électrique est transmis au boîtier électronique qui l'analyse. La photodiode est utilisée dans les récepteurs infrarouges de commande des ouvrants. Un autre type de capteur sensible à la lumière est la photorésistance. La résistance d'une photorésistance varie en fonction de la luminosité. La photorésistance peut être utilisée comme une thermistance. Sur certains systèmes, un étage électronique transforme la variation de résistance en signal à fréquence variable. La photorésistance possède plusieurs applications. La fonction régulation de richesse permet de maintenir la richesse moyenne du mélange autour de 1. Cette fonction utilise les éléments suivants: la sonde à oxygène et les injecteurs. La sonde à oxygène ou sonde lambda est vissée sur le collecteur d'échappement ou à proximité de l'entrée du catalyseur. La sonde à oxygène réagit à la différence de teneur en oxygène entre les gaz d'échappement et l'air ambiant. Dans le cas d'un mélange riche, tout l'oxygène contenu dans le mélange a été brûlé. La différence de teneur en oxygène est alors maximale. La sonde à oxygène délivre une tension proche de 1 volt. Dans le cas d'un mélange pauvre, il reste de l'oxygène non brûlé dans les gaz d'échappement. La différence de teneur en oxygène est plus faible. La sonde à oxygène délivre une tension proche de 0 volt. Voici la courbe de tension délivrée par une sonde à oxygène en fonction de la richesse. La sonde à oxygène est pleinement efficace lorsqu'elle atteint une température de fonctionnement de 500 degrés. Afin d'améliorer son efficacité, la sonde à oxygène est souvent dotée d'un système de chauffage électrique. D'autre part, la sonde à oxygène peut être polluée par le plomb ou par des produits à base de silicone et ainsi perdre son efficacité. Il existe 2 phases de fonctionnement de la régulation de richesse qui sont appelées bouclée et débouclée. En fonctionnement bouclé, le calculateur d'injection calcule le temps d'injection nécessaire en fonction des paramètres moteurs. Le calculateur pilote les injecteurs selon la durée calculée. Le mélange brûle et la sonde à oxygène analyse les gaz d'échappement. Le calculateur décide alors de corriger le temps d'injection en fonction de la richesse observée par la sonde à oxygène. Cette correction du temps d'injection s'appelle correction de richesse. Le calculateur répète ces corrections en permanence afin de maintenir la richesse du mélange autour de 1. La correction de richesse est visible à l'aide de l'outil de diagnostic. En fonctionnement débouclé, la régulation de richesse n'est plus active. Un fonctionnement débouclé signifie que le calculateur d'injection ne tient pas compte de l'information de la sonde à oxygène. Le fonctionnement en mode débouclé intervient dans les conditions suivantes: démarrage du moteur, moteur froid, demande de puissance et lorsque la sonde à oxygène est défectueuse. Dans certains cas, la correction de richesse n'est pas suffisante pour maintenir une richesse autour de 1. Les corrections adaptatives permettent de compenser ce phénomène. Prenons l'exemple d'injecteurs encrassés. Le temps d'injection déterminé par le calculateur n'est pas suffisant pour obtenir une richesse égale à 1. Le calculateur doit donc en permanence appliquer une correction de richesse positive afin de compenser le problème.
Si le phénomène s'accentue, la correction de richesse n'est plus suffisante et la richesse du mélange reste pauvre. Les corrections adaptatives apportent alors une compensation supplémentaire qui permet de recentrer la correction de richesse. Les corrections adaptatives sont visibles à l'aide de l'outil de diagnostic. En cas de défaut sur la sonde à oxygène, la régulation de richesse est inactive. Il convient également de contrôler la conformité de la correction de richesse et des corrections adaptatives à l'outil de diagnostic.